l'histoire et le quotidien des enfants durant cette Première Guerre mondiale. Ce quotidien et ces enfants qui ont le même âge plus ou moins que ceux qui occupent les sièges de ce Sénat aujourd'hui. Voilà, effectivement, donc je me suis dit que j'allais remettre un petit peu en contexte la vie des enfants en 14-18. Je vais le faire assez court pour que M. Kopiters puisse s'exprimer, pour que surtout vous puissiez poser des questions. Ik zal het wel in het Frans houden, maar daarna als jullie wensen natuurlijk vragen stellen, u bent ook welkom. Iedereen is welkom. Donc en ce qui concerne la vie en Belgique occupée, juste pour info, donc la Belgique est découpée en 3. Et je vais m'attarder 2 secondes sur le village de Willebroek, petite ville de 7-8 000 habitants. Je la connais un peu puisque j'y travaille depuis 13 ans, qui est donc à la limite de 2 zones militaires allemandes. Comment se passe la vie quotidienne dans ce genre d'endroit? Déjà, il faut vous faire en tant qu'enfant un nouvel uniforme. L'uniforme allemand qui va dorénavant habiller vos rues, jour et nuit. Vous serez sous leurs ordres, qui plus est. Il va falloir vous faire aussi à ce qu'il y ait une propagande qui sans cesse vous revienne aux oreilles. Je vous ai donné ici, s'il veut bien, il veut plus. Attendez. Voilà quelques images de propagande auxquelles les enfants étaient soumis à l'époque. Vous avez l'empereur allemand à droite, les mains ensanglantées, le couteau à la main, et 3 jeunes enfants plutôt à la gauche, dont l'un dit comment est-ce qu'ils embrassent leur papa, puisqu'on accusait les Allemands de couper les mains des enfants. Qu'on comprenne bien, propagande, c'est une forme de publicité. Tout à fait. Donc en fait, la propagande, c'est effectivement, sans arrêt, sans cesse, vous donner des idées, souvent fausses, et qui vise à transformer votre esprit, à vous faire détester quelqu'un, à vous le faire adorer. Ce serait une sorte de super publicité, si vous préférez. Il faut se dire aussi que votre vie comme enfant dans cet environnement, l'environnement a changé également. Ça marche pas bien. Votre environnement a changé, les maisons sont détruites. Voilà quelques vues du village de Willebroek, le petit pont surélevé, les débris des combats tout autour, l'église dont le toit s'est effondré. On reviendra plus tard sur le Westhoek, sur la partie évidemment occidentale de la Belgique. Vous allez donc, comme je vous l'avais dit, apprendre à vivre en tant qu'enfant avec tous ces nouveaux uniformes, des gens qui vont parfois occuper votre maison, qui vont venir habiter chez vous. C'est ce qu'on appelle le casernement. Voilà un billet de logement. On est toujours à Willebroek et vous voyez que le bourgmestre annonce à vos parents que dorénavant, un sous-officier habitera chez vous. Et vous serez prié d'accueillir cet officier, de le nourrir, de le loger dans votre maison. Vous n'êtes plus tout à fait chez vous. Constatez qu'à l'époque, tout est encore en français, même si nous sommes en Flandre. Il y a aussi la pauvreté, évidemment. On perd son travail, votre père est parti à la guerre, éventuellement, votre maman va devoir le compenser, va devoir travailler à sa place, mais néanmoins, il n'y a plus du travail pour tout le monde. La pauvreté s'installe, avec la pauvreté, la pénurie de nourriture, il faut chercher à manger, quasi en permanence. Dans le cadre de Willebroek, on servira des centaines, voire des milliers de repas quotidiens, parce que les gens ne savent plus faire à manger, donc les enfants seront envoyés dans des grandes cantines où ils mangeront ensemble, le peu qu'on veuille bien leur donner. Voilà par exemple la demande d'aide de la soupe à Willebroek, on parle quand même de 1254 familles qui seront aidées sur à peu près 6 000, 7 000 habitants. Donc c'est énorme, évidemment. 1/5 de la population bénéficie de cette aide, ou doit bénéficier de cette aide. Et voilà, vous auriez mangé dans de telles conditions la soupe communale du quartier, tous attablés, pas mal de prêtres qui vous auraient aidé, comme c'était le cas à l'époque. Voilà. Oui, là, je passe rapidement, mais tout sera réglementé dans votre vie dans un pays en guerre. Le prix des pommes de terre va augmenter, il va devenir impayable, donc on va y avoir du marché noir. Le marché noir, c'est-à-dire qu'on va essayer de vendre en dessous du manteau à des prix très élevés. Donc l'occupant va fixer des prix maximaux. Donc tout va être réglementé en permanence. Vous n'aurez plus aucune liberté dans un pays en guerre, bien évidemment, et a fortiori dans un pays occupé. On va même créer une nouvelle monnaie, la monnaie de Willebroek. Chaque ville aura sa monnaie.
Notez que de nos jours, on recommence à créer des petites monnaies locales dans les nouvelles économies bio, appelons-les comme ça, mais ça se fait de plus en plus. Votre vie, ce sera toujours sortir votre passe. Vous ne pourrez plus vous balader librement, il faudra montrer un laissez-passer en permanence. Vous ne pourrez plus aller voir le copain dans le village d'à côté, parce que le village d'à côté, vous n'y accéderez plus. C'est ça votre jeunesse aussi dans un pays en guerre. Alors, c'est quand même assez aléatoire. On va y arriver. Normalement, il est là. Voilà. Ah non, il ne veut plus. Oui, donc voilà, ça c'est juste pour un titre indicatif. Alors regardez ici, je vous ai mis le brevet d'un petit garçon, entre guillemets petit garçon, de 17 ans, qui avait été déporté en Allemagne pour travailler en usine. Donc à 17 ans, il est déjà privé de ses parents, envoyé en Allemagne pour participer à l'effort de guerre allemand. Et il ne reverra ses enfants, ses parents, il aura encore la chance de les revoir que plusieurs années plus tard. Et à l'école, on y vient, qu'est-ce que vous faites à l'école ? Évidemment, du calcul, de la lecture, vous apprenez l'histoire, mais surtout, quand vous regardez dans les détails, on vous parle de la souscription publique, on vous parle de la guerre, vous allez travailler sur tous des faits, vous allez travailler dans un alphabet, par exemple, comme vous voyez bien, c'est l'alphabet de la guerre, la lettre A, c'est artillerie, la lettre C, c'est canon. Tout votre environnement, tout ce que vous entendez est en rapport avec la guerre. On conditionne la haine avec des punitions aussi, non ? Exact. Vous êtes puni, eh bien vous allez recopier 10 fois, ayez toujours la haine des Allemands. Imaginez si sans arrêt on vous demande de recopier ça, à la fin de la guerre, vous détestez les Allemands, réellement. Et vous pouvez mettre à la place des Allemands les Français, les Autrichiens, tout ce que vous voulez, hein. Et vous remplit le crâne sans cesse. Même les bandes dessinées, c'est Bécassine pendant la guerre. C'est pas très moderne comme bande dessinée, mais enfin bon, nous sommes en 1914. On vous déguise en petits soldats pour aller à l'école. Ça, ce sont des étudiants bruxellois en 1915. On leur met un petit béret avec le petit drapeau belge en miniature. Vos jouets durant la guerre, c'est quoi les jouets durant la guerre ? Pour les petites filles, une infirmière. Quelle infirmière ? Edith Cavell. Edith Cavell est une infirmière britannique, anglaise, qui sera fusillée par les Allemands parce qu'elle faisait de la résistance. Du coup, toutes les petites filles doivent apprendre à être, entre guillemets, comme Edith Cavell, une héroïne. Et elles doivent jouer à la poupée avec une petite infirmière. Regardez les petits garçons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent à la guerre. On leur donne des petits canons miniatures, on leur donne un Allemand en forme de brouette, comme ça ils peuvent l'humilier, le charger de saleté. Donc tout est fait pour vous apprendre à être finalement quasiment des futurs petits soldats. Nous sommes en temps de guerre, il faut vous éduquer à ça. Alors, je vous ai parlé d'un petit village en guerre rapidement, Willebroek. Dites-vous qu'évidemment, la situation là était difficile. Pas assez à manger, pas de travail, pas de liberté, pas moyen de bouger, peu de distractions, la propagande qui vous apprend sans cesse à détester l'ennemi. Imaginez ce que c'était dans les zones de guerre, où on se battra, ce qu'on appelle le Westhoek, hein, la partie occidentale du front en Belgique, la partie vers la Panne, Nieuport, Dixmude, dont on a parlé tantôt, où là les combats dureront pendant 4 ans, tout sera inondé. Les bombardements seront terrifiants, les villes sont rasées. Alors quel est le quotidien des enfants ? D'abord, les jeunes futurs étudiants nous l'ont montré, être sur les routes. On fuit les combats, on part, on emporte tout ce qu'on peut, on met sur des carrioles, on fuit. Mais parfois le père n'est pas là, il est déjà à la guerre ou il est mort. Parfois on est parti sans lui, donc il va falloir le rechercher, comme les jeunes gens nous le disaient tantôt. Voilà comment vous êtes véhiculés. Des soldats qui retrouvent 2 jeunes gens et qui les mettent sur une brouette pour les pousser. Mais voilà aussi dans quel état est votre maison. Ça vous rappellera peut-être des photos qu'on voit maintenant quasiment tous les jours à la télévision. Ça s'appelle Alep, ça s'appelle la Syrie. Voilà encore 2 photos d'une famille dont la mère est évidemment un peu en pleurs au vu de ce qui reste de sa maison. Voilà encore une petite photo, j'en montre juste 2, 3 comme ça. La soupe populaire, imaginez que vous avez un peu de la chance d'ouvrir un congélateur, d'ouvrir un frigo, d'y trouver de la nourriture, d'aller dans la grande surface faire vos courses. Comparer, c'était moins sympa. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, encore maintenant, 2016, dans les pays en guerre, c'est comme ça qu'on mange. C'est aussi comme ça qu'on mange.
On n'oublie pas l'école, on refait des écoles, des baraques en bois, ce qu'on appelle les noodwoning, les maisons du fonds roi Albert, j'y arriverai, où on a des professeurs militaires qui essayent quand même de continuer à vous éduquer, mais imaginez la difficulté de cette éducation. Et néanmoins, c'est la dernière image que je voulais garder, regardez, ils jouent, elles s'amusent, ces jeunes filles, même dans un pays en guerre, même à quelques kilomètres du front probablement, où on entendait peut-être le canon, elles réussissent encore à rire. Et je voulais terminer cette très courte évocation sur ce point positif quand même. Qui souhaite poser une première question à Olivier van der Wilt? Qui a une question? La plus difficile, c'est toujours la première. Je veux bien me lancer. Vous voulez que je me lance? On parle de la résistance des enfants, de la résistance, on en parlera dans un instant avec M. Kopiters. Le quotidien de ces enfants, est-ce qu'il est le même que ceux que nous voyons aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et à travers ce que la télé nous renvoie comme image de la guerre? Est-ce que la guerre de l'époque est la même que celle d'aujourd'hui? Alors la guerre n'est probablement pas la même, mais l'horreur de la guerre est très certainement la même. Donc je pense que la vie des enfants dans la guerre est toujours un enfer, est toujours une horreur. Elle l'est tout autant pour les adultes, hein. Simplement elle est peut-être encore plus violente de nos jours. Il ne faut pas oublier juste une chose, c'est qu'en 14-18, la guerre est encore quelque chose d'assez circonscrit aux militaires. On se bat sur le front, les civils sont des pertes collatérales, c'est très à la mode, hein, des pertes hélas non prévisibles, alors que maintenant, je pense qu'hélas, les civils sont devenus aussi des cibles en tant que telles. On parle de boucliers humains, on parle de viols de femmes assez régulièrement. Les enfants sont utilisés dans la guerre comme vraiment également des boucliers humains. Donc je pense que l'horreur de la guerre est universelle. Hélas, personne ne peut en douter que le sort des enfants reste abominable dans toute guerre, quel qu'il soit. Alors, des questions. Je regarde à gauche, à droite, à gauche. Qui a une question autour de l'histoire? Vous savez déjà tout, ou presque. Ah, il y a une petite question là quelque part, et c'est la première. Où ça? Ah, là. Ah, c'est moi. On t'écoute. Oui. En français ou en néerlandais, c'est comme tu veux. Tu appuies juste sur le petit bouton. Je mag het ook in het Nederlands vragen. Voilà. Die rode knopje. Ja. Hadden ze vroeger ook fototoestellen? Want van waar hebben ze die foto's dan? Zij hadden wel natuurlijk fototoestellen toen. Hè. Fotografie werd gecreëerd einde van de 19e eeuw, als ik me niet vergis, met de lumière, onder andere voor de film en de bewegende beelden. Dus hadden ze wel foto. Er bestond toen, al die zwarte en witte foto's zijn afkomstig van le Centre Cinématographique de la Force Terrestre. Dat was dus militaire fotografen, die waren al bezig om te fotograferen. Er waren foto's, denk ik, sinds 1860 al, van de Secessie-oorlog in de Verenigde Staten. Vanaf die moment hebben wij wel foto's al. En soms luchtfoto's zelf, hè. Dat was een nieuwe uitvinding, maar we hebben ook luchtfoto's van steden zoals Diksmuiden, Hyper enzovoort, waar we kunnen wel ontdekken die zijn totaal vernield. Autre question, là-bas, mademoiselle. Dites-moi. Pourquoi devions-nous fuir? Alors, parce qu'on fuit toujours son ennemi, parce qu'on en a peur. Donc toutes les guerres entraînent des exodes. On appelle ça à l'époque des exodes. Aujourd'hui, on dira réfugiés, tout simplement. Mais le processus est exactement le même. On a peur. Alors, la Première Guerre mondiale, dans l'invasion allemande, a été marquée par quelques villes martyrs. Des villes comme Dinant, Louvain, Aarschot, Dendermonde, Tamine. Donc, lorsque les troupes allemandes arrivent dans certaines villes, elles y commettent des massacres. C'est le cas de Dinant, par exemple. Il y a 678 morts, femmes, enfants, vieillards sont tués parce que les Allemands ont eu peur aussi, disent-ils. On les a attaqués, donc ils se vengent. Et tout ça fait que le peuple fuit devant l'avancée des troupes. Il ne faut pas oublier que souvent le papa n'est plus là non plus. Il n'est plus là pour défendre la famille, donc la famille fuit. Se met sur les routes de l'Exode et elle est poussée de plus en plus loin en fonction du front. Et la fin de l'histoire, ben, c'est évidemment le Westhoek, la fin de la petite partie de la Belgique non occupée, et pas mal de Belges iront alors s'installer derrière les lignes en France, jusqu'à Caen, la ville de France, ou bien certains reviendront chez eux par la force des choses. Et je dirais que là aussi, comme disait M. Walid tantôt, c'est un parallèle avec aujourd'hui. Vous avez vu la guerre en Syrie, la guerre en Irak,
eh bien, ça amène évidemment un exode. Les gens n'ont pas envie de mourir sous les bombes. Hein. Personne n'a envie de mourir sous les bombes. On parle de guerre, on parle de réfugiés, des mots qui résonnent encore aujourd'hui, même à travers les photos que vous nous montrez. Elles ont plus que jamais un impact et une résonance dans notre quotidien. Il y a encore deux questions qu'on va prendre. Là, juste là. Est-ce que c'est possible qu'un enfant ait pas retrouvé ses parents et qu'il vit tout seul? Il y en a de très nombreux qui ne retrouveront jamais leurs parents. On les appellera les orphelins de guerre. Il y en aura d'autres guerres. Je sais que Monsieur Aiken n'est pas ici. Edmond Aiken, il est probablement dans la chambre de l'autre côté du bâtiment. Il est lui aussi orphelin de la Seconde Guerre mondiale, 1940-45. Il a perdu son papa à la guerre et donc voilà, il aura appris à vivre sans. Et il y aura comme ça, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de survivants, comme Walid le disait tantôt, de 14-18. Mais par rapport à la Seconde Guerre mondiale, énormément de mamans prendront dorénavant le double rôle du papa et de la maman, parce qu'il fallait vivre dans le souvenir du papa qui était mort au combat ou à la guerre, mais il fallait continuer à vivre, à éduquer ses enfants. Et pour les orphelins, comment ça se passait? Il y a eu un service des orphelins qui a été créé. Hein, en France, on appelle ça les pupilles de la nation. Donc c'est l'État qui va remplacer le père quelque part, 9 fois sur 10 financièrement évidemment. Allez, encore une question là. Pourquoi les hommes, comme dans nos rêves, qui s'entraident et qui s'aiment, pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à faire la guerre Enfin, ils s'amusent pas forcément, mais pourquoi est-ce qu'ils déclenchent des guerres comme ça? Excellente question. Alors, soit on va sortir les sacs de couchage pour passer la nuit ici, soit on va y répondre très brièvement. Là, on est dans l'âme humaine. Voilà, on se bat pourquoi? Parce qu'on croit qu'on est le plus fort, parce que on veut avoir plus d'argent, parce qu'on estime que l'autre nous est inférieur et qu'il faut l'exterminer. Voilà, et les raisons sont hélas infinies, et là on n'a vraiment pas le temps d'en discuter. C'est des questions philosophiques autour desquelles on peut, et vous êtes cette génération qui allait porter cette paix, ce message et cette envie de ne pas faire la guerre et justement trouver d'autres solutions que celle des armes.